Eh bien, je suis le modeste animateur. Je vais vous présenter Tenez Serge, d'un Serge à un autre. Je vais vous présenter bien sûr l'actualité de nos auteurs. Les médias s'en sont déjà fait l'écho. Guillaume Sorel, ici à ma droite pour le Horla. Vous êtes maître à bord, adaptation de cette nouvelle, sans doute la plus célèbre de Maupassant, célèbre novelliste s'il en est. Et les vestiges de l'Aube avec Serge Le Tendre, ici le scénariste, et Cara, l'auteur du roman dont il s'agit ici, d'une adaptation. Donc nous avons Serge et Cara, permettez-moi, en binôme, et nous avons Guillaume seul, maître à bord. Alors, première question, il y a eu un très bel article dans Ouest France qui est paru la semaine dernière. Je sais déjà que Serge et Cara, vous fréquentiez des bonnes foires, des bons salons du livre, etc. Donc, et surtout d'être vivant. Ben, je vous en remercie pour ça. Donc c'est la faute de Ouest France. Voilà, moi j'endosse pas les fautes, mais je les répète. Donc vous corrigerez. Et puis vous, Guillaume, évidemment, l'auteur est décédé, donc ça peut pas une rencontre autour d'un salon du livre ou de brasserie. Ouest France est aussi une brasserie. Le buvier ensemble peut-être, ou d'une table à l'autre, le café. Bon, vous, est-ce que c'est votre éditeur qui vous a suggéré de vous y mettre, rue de Sèvres, ou est-ce que c'est un souvenir d'étudiant? Pourquoi pas? Moi j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le Horla. Donc j'ai regardé comme frère votre invitation. Je m'en souviens très bien, voilà. Ou est-ce que c'est un coup de foudre plus tard? Bon, c'est pas une rencontre. Micro, de Serge. Donc c'est pas une histoire d'étudiant, c'est une histoire d'enfance que je laisse avec Déjà, 12 ans. Dans la famille, c'était un petit peu imposé en fait. On était dans le monde, on était à côté de Rouen, c'était pas ça. Donc la forêt, en fait, sur le personnage, c'est la forge de l'année quand j'étais petit. Donc voilà, on avait un petit peu forcément Flaubert, Maupassant, c'était imposé par la famille. Ça, c'est pour positionner les choses. On doit amener le roman de David. Ah, finalement, non, parce qu'il y a une drôle d'histoire autour de ce roman dont il s'agit aujourd'hui, de l'adaptation. Comme j'ai pas de petite main, vous savez, comme les magiciens qui font toujours une jolie assistante, moi j'en ai pas, donc il faut que je fasse tout avec deux mains. Donc, vous, en tout cas, David, vous étiez déjà un grand amateur, connaisseur et fan de la production de Serge Le Tendre. Alors, oui ou non, vous étiez fan de la quête de l'oiseau du temps, donc Serge est le scénariste. Micro, Guillaume, vous êtes actif. Oui, en fait, la base même de mon écriture vient de Serge, parce que l'envie d'écrire est venue quand j'avais entre 14 et 15-16 ans, c'est sûr de l'époque. Mais en finissant la quête de l'oiseau du temps, je me suis posé deux questions. Je me suis d'abord demandé quel était l'énorme malade qui nous avait concocté une fin aussi déchirante. Et puis, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien pouvoir écrire des choses qui peut-être pourraient faire passer des émotions de cette vie. Et puis la fin de la vie a fait qu'on s'est rencontrés. Alors, non pas dans des salons, mais dans un bar à Rennes, autour d'un café. Vous avez osé l'approcher, vous qui disiez... Non, en fait, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on discutait ensemble, il m'a fallu un certain temps avant d'apprendre qui était Serge Le Tendre, l'auteur de la quête, et je n'en savais rien au tout début, on avait commencé à discuter en dehors de son identité réelle. Vous l'avez jamais vu en photo? Non. Google Images n'existait pas à l'époque? Si, peut-être, j'étais pas non plus dans une logique de stalker absolu et de courir après, mais ça a été un pur hasard de vie. Mais comme vous dites que vous étiez déjà un très bon connaisseur et lecteur de la quête évoquée, que ça vous a inspiré, c'est-à-dire que dans l'écriture de votre roman, il y a des choses effectivement qui ont irrigué votre univers, votre approche de personnages. On va revenir sur le destin des personnages dont Serge dit que c'est ce qui l'a frappé pour l'adaptation, si c'est toujours vrai d'ailleurs, ce que j'ai vu. Oui, l'essentiel de l'article. Oui, ça a carrément joué, et ça joue encore d'ailleurs sur l'ensemble de la production, hein, que ce soit sur la philosophie des projets, sur les vestiges, ou sur la série Jeanne Stabner. Il y a une volonté d'utiliser alors à la fois le code du divertissement qui Serge le fait à travers le code de la fantasy dans la quête, mais derrière il y a une allégorie d'autres choses, et ça m'a complètement formaté. Alors, on va poser maintenant la question à Serge. Serge, ton premier album, ici, Mort en série. Le second, si les dates sont toujours bonnes, sera annoncé donc en mars 2015. Pour ce qui s'appelle La Première Époque, il faut suivre un petit peu, parce que dans la production de David, j'ai vu que vous étiez déjà attelé à la poursuite de cette saga, de cette histoire. D'accord. Alors, Serge, vous disiez dans une interview récemment qu'effectivement, vous aviez été séduit par les personnages marqués, vous avez été marqué par le destin de ces
ces personnages. Oui, ça ressemble beaucoup à la Fernande, mais aussi dans les personnages de l'histoire. Ça s'arrête là. Donc si les personnages touchants, si le film a une bonne activité qui s'installe, à ce moment-là, l'entropie, la sympathie entre les personnages, donc on a envie de suivre la vie, l'histoire. Pour prendre des références, quand j'étais gamin, à la Feu du Merlin, la première fois j'ai pleuré en disant Roman, c'est, je crois que c'était dans le livre des pages c'est la mort de partout. Donc c'est l'émotion qui est déjà. Et effectivement, dans la tête de l'oiseau du temps, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en filigrane, de ne pas transmettre, c'est cette émotion qui lie le lecteur au personnage, et donc au romancier, la lecteur de Pierre Leclerc. Et c'est ce qui va se transmettre dans l'Institut. Et du côté de notre auteur, l'adaptateur là, est-ce que vous aussi vous avez été touché par le destin de cet aristocrate soigneusement, j'allais dire, blotti avec son chat gris, jusqu'à ce qu'il y ait peut-être le signe annonciateur de celui qui arrivera après les hommes. Alors cette emprise, on discutera d'ailleurs sur votre propre interprétation, emprise, fantastique, présence d'être, comme il est dit dans la BD, d'être peut-être extraterrestre. Ça a été l'émotion du parcours fatidique et dramatique de ce personnage qui vous a aussi, qui a été le déclencheur chez vous. Oui, très clairement. Moi, j'ai vraiment décrit le personnage comme un personnage qui est enfermé chez lui volontairement. Volontairement, dans la mesure où il pourrait en sortir. Il ne le fait pas, il est enfermé. C'est vrai que j'ai touché forcément très rapidement, parce que j'ai vécu un peu comme ça pendant longtemps. Moi, j'ai été hanté par personne, donc je suis sorti à peu près, mais même si maintenant, c'est quand même toujours la réclusion. Mais oui, chaque pas vers l'enfer, j'ai touché forcément très rapidement. Alors, donc voilà un petit peu pour le positionnement d'où vous venez par rapport à ces œuvres aujourd'hui adaptées, ce qui a pu vous séduire. Alors moi je me pose toujours la question après de l'adaptation fidèle, peu ou prou. On va en discuter avec Serge et David. On connaît la formule, on a le droit de trahir l'histoire à condition de faire un bel enfant. Donc on reviendra sur cela. Moi j'ai trouvé, effectivement, j'ai tout trouvé du Horla dans votre retranscription superbe, magnifiquement illustrée. À savoir, oui, il y a la scène de la rose qui se casse toute seule, oui, il y a la scène de la carafe où il essaye tout jusqu'à se mettre de la suie sur les doigts pour voir si le matin au réveil, il verra bien qu'il a touché pendant la nuit ou pas d'ailleurs sa carafe. J'ai retrouvé le chat, j'ai retrouvé l'embrassement final. Il y a peut-être une scène de zoo qui est peut-être rajoutée. Il m'a semblé que celle-là, je ne la connaissais pas. Alors, comment avez-vous procédé? Est-ce que, à vos yeux, Guillaume, c'est une adaptation 100% fidèle à cette nouvelle? C'est vrai qu'à la différence d'un roman, il est peut-être plus facile de s'appuyer sur une nouvelle, qui forcément est un roman plus court. Oui, clairement, en fait, j'ai essayé d'être vraiment plus fidèle, et en même temps, c'est assez bien, parce qu'il y a des années, j'expliquais qu'une bonne adaptation était une vraie traduction. Donc, je me suis trouvé malgré tout très fidèle au texte. Alors, déjà, le chat n'est pas. Bon, alors, j'ai rajouté des fois de colle, mais souvent c'est plus d'ailleurs des raisons narratives, c'est-à-dire que le duel est un journal et moi j'avais fait un récit un peu des mêmes presque à la fin de la personne sur le personnage, mais pas par rapport à l'impression qu'il a et l'impression qu'il va croiser. Il a l'impression qu'il vit les choses et il ressent les choses. Est-ce que vous avez mis combien de temps à travailler ce travail, justement, à l'adaptation en bande dessinée? Ça a pris combien de temps? J'ai eu 48 ans il y a 3 jours, donc ça fait donc 36 ans. D'accord, ça tombe bien, vous amusiez avec le temps, parce que j'allais vous demander, lorsqu'on a le Horla qui fait quelques dizaines de pages, est-ce qu'on l'a à côté de soi et sa planche de travail et de dessin à côté, ou est-ce qu'on le lit et on n'y revient plus? Et alors nous, ça fait 36 ans, effectivement. Mais donc, oui, 36 ans à le relire de temps en temps, et ça fait 3 ans que je sais que je le réaliser. On va dire que pendant 2 mois intensivement, j'ai gardé vraiment sous les yeux, parce que c'est le travail d'écriture, de découpage, la tentative de scénario, c'est-à-dire comment organiser. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la chose a été définie, par écrit, au moment où je suis passé au cadrage, enfin, à la mise en scène de l'album, et au découpage de l'album, en fait, effectivement, je l'ai mis de côté, je voulais que ça devienne malgré tout un bouquin avant. Donc il fallait qu'à partir de là, je pense suffisamment traiter le sujet pour ne rien laisser de côté. Après, il fallait que ça reprenne un album très très personnel. Pour rafraîchir ma mémoire et éventuellement activer à venir, c'est celle des lecteurs qui ne connaîtraient pas encore donc, le Horla. Dans la
Nicole de Boisson, c'est déjà je. Ah oui, il était la première personne. Voilà. Donc c'était plus facile effectivement de passer ainsi à la transposition avec ce personnage qui décrit dans votre BD votre travail en direct, ce qui lui arrive. C'est pas clair, parce qu'en fait, c'est une nouvelle qui se reçoit. Le problème est de faire 62 pages avec un petit papier derrière. Une rose qui s'arrache toute seule de celle de la plante de base. C'est pas non plus, enfin, pour imaginer des cataclysmes, des centaines de figurants. Moi, j'ai l'élément le plus fort, le plus intense de récit, c'est une rose qui se plonge arrachée comme par la magie, par un mécanisme. Donc, pour arriver à mettre ça à l'image, je crois que ça un peu inquiétant, angoissant, du suspense, Alors du coup, je reviens vers votre travail à vous, Serge et David, parce que dans le roman de David, est-ce que des personnes connaissent le roman de David Thomas, qui est épuisé, bientôt réédité, on devait mener un poche, finalement le responsable émérite de David du roman BD me dit non, finalement je ne l'ai pas retrouvé. Je crois qu'il va être réimprimé d'ailleurs, faites votre promotion d'ailleurs. Non, en fait c'est une histoire assez, à la fois compliquée, puis c'est une histoire de douleur. C'est un roman qui a d'abord été publié dans une petite maison qui s'appelle Rivière Blanche, ce sont les exemplaires qu'on a mis encore, qui, suite au succès du projet Blackberg, a été repris par Michel Lafon, qui m'a demandé d'en faire une nouvelle version. Donc c'est cette nouvelle version que Serge a adaptée. Le roman a été publié chez Lafon et ressortira en poche en même temps que le tome 2 chez Lafon. D'accord, donc vous avez un donc le deuxième semestre. Serge, est-ce que vous étiez confronté, tel que vient de le rappeler Guillaume, à une histoire où finalement il se passe peu dramatiquement de choses, ou au contraire il s'en passe trop, et du coup, là aussi, comment procède-t-on est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas? Est-ce qu'on décide de trahir, même si moi je trouve qu'effectivement, le travail de Guillaume sur l'heure-là est assez fidèle, voire très fidèle quand même. Vous, est-ce qu'il a fallu, au contraire, enlever des choses? Dans cette histoire, il y a une histoire entre deux personnages. Il y a un policier. Le vampire parle de son état, le policier parle de son état et veut être un peu d'une enquête. Il y a un moment dans sa vie où on apprend qu'il s'est passé un drame. Lorsque il doit raconter quelque chose qui ne s'accorde de la tragédie, il y a la possibilité soit d'en plein de mots, quelque chose d'emphase, soit d'en quasiment pas. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette page. Il y a une composition qui est particulière, qui est faite avec la complicité du dessinateur. Il y a un point de chute. Et ce qui est montré, c'est une émotion, c'est-à-dire dans le silence, on apprend quelque chose de l'intimité de ce personnage, c'est-à-dire sa relation grâce à un photo de sa femme et de sa fille qui sont disparues. Il n'y a pas besoin de plan. Il y a des moments où l'image, la composition, la séquence se succèdent à condition qu'auparavant et après, il y ait du texte. C'est-à-dire qu'un peu comme dans un film ou dans une symphonie, le silence raconte quelque chose. Et de temps en temps, il peut y avoir beaucoup d'action et un moment de repos. Mais ce n'est pas du repos, c'est l'information qui est déguisée sous une forme beaucoup plus calme, plus sereine. Merci Serge de cette précision. Je trouve qu'il y avait des correspondances assez fortes d'actualité. On vous a tous les trois aujourd'hui, avec donc cette adaptation du roman de David et l'adaptation de la nouvelle de Maupassant. Mais pour les personnes qui voudraient les découvrir, finalement on est à chaque fois, je trouve, dans deux thrillers fantastiques, l'un contemporain, avec cet aristocrate effectivement qui se révèle vampire, aspirateur d'énergie, comme on voit ici avec cette super planche aux tonalités vertes. Vous, effectivement, Guillaume, la représentation que vous faites du Hurla, c'est aussi une sorte de succube qui viendrait. Alors on ne sait pas s'il sort du corps de ce pauvre aristocrate tourmenté ou s'il vient lui aspirer ce succube, son énergie. Vous êtes d'accord avec moi? Là, pour faire de l'actualité, il y a comme ça des correspondances dans votre production d'aujourd'hui. J'ai été interviewé la semaine dernière par des gens très sympathiques qui gèrent un blog qui s'appelle Vampirisme.com. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de correspondance que ça. Ce qui fait que quand on a envie de retrouver un thème commun, on peut trouver ce thème-là pour la partie. Je ne sais pas si je peux faire la correspondance. Allez-y, David. Quand j'ai écrit Les Vestiges de l'Aube, j'étais à 10 millions de pensées qu'il existait un Twilight, qu'il y avait une vague vampire en France, parce que pour tout vous dire, le vampire, pardon pour les mots, j'en ai rien à aspirer, ça ne m'intéresse pas. Ça a été fait, refait, archi-fait, très bien fait par des gens.
c'est pas un roman vampirique, c'est pas non plus une BD vampirique. C'est l'histoire de deux hommes qui ont vécu le même drame à 150 ans d'écart. Le vampire là-dedans a été une espèce d'artifice avec lequel j'ai joué, du coup, avec ses codes, parce que enfin, pas en chauve-souris, mais en faucon, enfin, voilà, il n'est pas. On est sur autre chose que ce qui a été fait, mais l'histoire, c'est d'abord et avant tout l'histoire qui bégaye et qui emporte dans sa folie des gens ordinaires. Lui en était un à son époque, en la guerre de sécession, le flic en était un au moment du 11 septembre. Et c'est comment leur reconstruction va se faire, l'un grâce à l'autre. Voilà. Ou pas, d'ailleurs. Maintenant, au niveau des influences, ou de la concordance, moi j'ai tendance à croire qu'il y a une espèce d'intention collective qui a tendance à rebondir à travers les auteurs, pas simplement français, mais du monde entier, qui sont liés à des influences culturelles, dans lesquelles on se pousse, à des éléments d'actualité qui peuvent nous marquer, à des éléments traumatisants à travers les images, à travers leur romance, qui peuvent, au bout d'un moment, faire que plein de gens à travers le monde vont être sur des thématiques qui ne vont pas être trop loin, en tout cas sur des considérations qui vont se rapprocher. Oui, et c'est même une transition parce que pour ça, le travail de Guillaume, il y a cette planche superbe où on voit effectivement aussi une représentation monstrueuse. Et après, c'est à chacun d'avoir son interprétation. Donc je disais, succube, quelle créature extraterrestre, ou peut-être aussi une projection d'un esprit malade. Et j'écoutais attentivement David, il y a peut-être effectivement toujours dans l'air du temps et dans l'humain des préoccupations premières, la dépossession finalement, jusqu'à la folie. Alors vous, je reviens quand même sur votre lecture, Liorla, parce que lorsqu'on lit la nouvelle de Maupassant, le grand génie, je trouve, de Maupassant, c'est il y a l'histoire de la fameuse carafe, ses doigts ne l'ont pas touché, puisque ses doigts noircis, le matin, n'ont pas laissé de trace. Moi, lecteur, à l'époque, et étudiant, ça m'avait complètement perturbé. Je me disais, là, il n'est pas fou, le roi existe bien, cette tête qui est hors de là. C'est comme ça que le nom est écrit. Mais vous allez quand même plus loin au niveau de l'interprétation. Cette fameuse planche où on voit ce drôle de couple qui rôde derrière le narrateur et un de ses amis, ils sont près de, il faudrait que je retrouve la planche, près de panthères, de félins, et il y a cette planche où on voit ce couple irréprochable, bourgeois, tout en noir, d'ailleurs les codes sont là, et il y a cette drôle de main, un petit peu traumatisée. Or, quelques pages avant, quelques planches avant, un interprète, enfin, comment dirais-je, un commentateur de ce qui arrive au narrateur lui dit, tu sais, aujourd'hui la science va très loin, il y a sans doute des extraterrestres. J'ai retrouvé le mot peut-être un peu trop contemporain pour l'histoire. Ultra, pardon. Et c'est un terme utilisé par communication. D'accord. Alors le problème de cette scène dans Jardin des Plantes avec ce couple de secteurs, c'est qu'elle n'est pas dans la nouvelle évidemment. Moi ça m'a paru judicieux de l'amener là parce que détendre la pas le récit, elle a amené une étrangeté. Le problème c'est que sa seule utilité réelle, c'est qu'elle prépare à l'adaptation que je veux faire après. Donc vous aussi déjà vous commencez à semer des choses. C'est le premier d'une trilogie en fait, l'adaptation de Cœur Normand. La deuxième ce sera l'adaptation du Bonheur dans le film, Rampé dans le Guillaume. Et en fait la scène en question c'est la scène de l'auteur. D'accord. Alors cela dit, dans le là, et vous le rappelez très bien dans votre présentation, il est dit qu'au Brésil aussi, ça y est, des populations sont touchées, dépossédées, ou sont en prise de hors devant la belle demeure du personnage. Il y a effectivement un jour le Bélem qui est passé. Et sur la fin, il raccroche le Bélem, ainsi aurait peut-être laissé passer une contamination, ou cet être venu d'ailleurs. Mais je trouve quand même que l'introduction de ces deux personnages va dans le sens des ultra-terrestres. Là, ça sert peut-être très libre d'interprétation, parce que ce qui est amusant, c'est qu'elle a sorti la parution de la nouvelle jusqu'à maintenant. L'interprétation que tout le monde en a fait, c'est que, évidemment, c'est pas pensé que le patient est en train de devenir fou et qu'il meurt quelques années plus tard. Voilà, c'est l'histoire d'un type qui peut être pour nous. C'est que, on oublie juste le point de vue du patient, en fait. Parce que même s'il décrit ses propres symptômes par moment, il a quand même écrit une nouvelle fantastique. Donc, moi, dans l'adaptation, je suis un auteur qui adore le fantastique, qui va être un fantastique. J'en ai fait une version fantastique, même si de toute façon, presque. Le problème, c'est que ce couple, moi, je suis honnête, je ne peux rien à l'aspect fantastique des choses. La seule chose qui m'a un peu gêné, c'est l'apparition du chat. Justement, ce chat, moi, je l'ai rajouté. Je l'ai rajouté comme une raison d'abord parce que c'est mon chat. Mon chat. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'était pratique pour pouvoir faire parler du personnage principal avec un chat. Et que je supprimais les récitatifs et autres, les textes de le problème, c'est qu'il introduisait effectivement une dimension, c'est un peu d'un seul coup, quelqu'un d'autre dans la maison ressent quelque chose d'autre.
Oui, on pouvait, effectivement, là, par des revues, que j'avais moins décidé de partir sur l'option du fantastique. Mais donc voilà, enfin, moi je ne tranche pas, je suis mon récit, et en fait, je veux m'en occuper reste. Quant à cette histoire de l'ultra-terrestre, c'est tout simplement c'est dans les préoccupations de l'époque, dans les préoccupations de mon passé. Quelques années après le Orwell, il y a une nouvelle qui s'appelle L'Homme de Mars. 10 ans plus tard, Wells voulait garder on oublie juste que le fantastique du 19e, c'est pas un fantastique gothique, romantique, etc. À l'émissement, on est vraiment sur les bases de la science-fiction. Qui gère déjà. Tout à fait. Merci de cette position. Question, mesdames et messieurs. Je fais tout seul. Ça va pour les dédicaces. Je sais. Ah oui, bah tant que vous trouvez, rassurez-vous, vous leur avez donné une fenêtre d'outils. Ce que j'ai dit au début, c'est que s'il n'y a pas de questions, Parce que rassurez-vous, vous les aurez pour la dédicace. On m'a dit de faire 35-40 minutes, donc il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, merci à vous, messieurs. Bien sûr, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Quand même, du coup, maintenant, première réaction de vos lecteurs et peut-être connaisseurs de l'œuvre de David, de l'œuvre de Maupassant. On a parlé de l'éditeur, il n'y a pas d'ayant droit. Quelles sont les premières réactions? Est-ce que vous en avez déjà eu? Est-ce que c'est trop neuf? Ou quoi? On a déjà fait des salons et des dédicaces à Lyon, peut-être? Bah, Guillaume, vous avez le micro. oui, j'ai le micro. Moi, c'est la connaissance il y a déjà 3 semaines, donc j'ai fait pas mal de salons, de choses comme ça. Donc les gens me disent que c'est très joli. Mais c'est plus que ça, c'est magnifique. Vous, on voit ici les planches. Vous, quel est votre. Vous travaillez à quoi? Fusain, craie, gouache, crayon de couleur, c'est quoi vous? Moi, c'est de l'encre, le chien, avec des couleurs et des couleurs. D'accord. De votre côté, Serge, hop, et le travail de votre dessinateur, parce que est-ce que le numérique aussi maintenant en est une couche, j'ai envie de dire, quelle est sa technique à lui? En général, sur l'aspect artistique. Google Maps. D'accord. C'est un outil Pour des repérages, pour faire des s'inspirer. repérages, parce qu'effectivement, le voyage en Paris-New York, le chanteur, ça peut être un peu dessus. Et sinon, c'est aussi un dessinateur qui a le souci, une fois qu'il a la documentation, de tout dessiner. C'est-à-dire que ce ne sont pas des clichés qui sont repris, c'est vraiment des dessins qui sont finalisés. Il met des heures et des heures, parfois il y a presque énormément de travail, mais ce qui est plus important, c'est quand on ce travail-là qui est fantastique, c'est aussi la véracité des personnages qui essaient de mettre en place. Donc de ce côté-là, on a un très bon retour du lecteur. En ce qui concerne l'histoire, quand c'est une histoire à suivre, notamment le premier retour qui est l'intrigue fonctionne, attendons de la suite des événements, parce qu'il y a une frustration, notamment, c'est pas la nature, c'est nous amènera avec les événements. Et puis, je dirais que globalement, la satisfaction générale, on n'a pas caché de la soirée. Bon, et David, à vous pour terminer. Moi, le lecteur du roman qui m'a eu la BD, c'est juste par exemple, on fera le premier séance, la première séance dédicace, c'est aujourd'hui, et le premier salon, c'est demain. Lequel? C'est très récent, rue des Lys. Ah oui, d'accord, qui est annoncé partout. C'est la rue des Lys, ouais. Mais pour l'instant, oui, on a même des retours que je trouve élogieux, très agréables, et puis surtout très élogieux pour le dessin, et ça c'est vraiment parce que celui qui a bossé le plus dur de nous trois, c'est quand même lui. Et bien, en gros, c'est vrai que. Donc, une collaboration engagée et très satisfaite, presque une auto-collaboration ici aussi, donc très satisfaite. Applaudissements pour nos 3 auteurs, mesdames et messieurs. Première dédicace, pas tout à fait, mais on se réjouit que cette actualité ce soir au forum du livre. Eh bien, écoutez, ils sont donc maintenant à vous. Donc, ces livres ne trônaient pas simplement sur les tables bistrot pour faire joli. Ils sont à certains d'entre vous, c'est ça? Bon, d'accord, vous voilà rassurés. Merci à vous, David, Serge et Guillaume, et bonne dédicace.